Euh, Comme d'habitude, je vais commencer par quelques indications administratives. Donc d'abord en ce qui concerne les dates de ce séminaire, que je vous rappelle immédiatement. Donc les suivants auront lieu le 14 novembre, le 12 décembre, le 16 janvier, le 20 février, le 20 mars, le 17 avril, le 22 mai et le 12 juin, uniformément dans cette salle et dans les extensions que nous essaierons de lui trouver, mais qui n'ont pas pu être montées ce soir. Voilà. Alors, en ce qui concerne la permanence, pour ceux qui ont une raison particulière de me voir, il y en aura une le mercredi 7 novembre à 15 h et une autre le jeudi 22 novembre à 15 h également. Elles ont lieu au 29 rue d'Ulm et au 2e étage, dans mon bureau. Je ferai la prochaine fois une indication de bibliographie un tout petit peu plus consistante. Je voudrais seulement signaler pour aujourd'hui ce numéro de la revue Ligne qui s'appelle Le devenir grec de l'Europe néolibérale. C'est un recueil d'interventions concernant la situation en Grèce, prise non pas tant en vérité comme une situation absolument singulière, mais plutôt comme une sorte de représentation ou de possible localisation d'un certain nombre de problèmes politiques fondamentaux en Europe et dans le monde aujourd'hui, qui donnent des contributions variées, mais je pense que c'est un... Sur la question des problèmes politiques du moment, après tout, la Grèce est une sorte de condensation, de cristallisation. C'est un document tout à fait excellent. Voilà. Et là-dessus, nous entrons immédiatement dans l'immanence des vérités, pour n'en plus sortir. Alors, l'immanence des vérités, bon, qui est le titre de ce séminaire, va évidemment devoir être d'abord progressivement défini. De quoi s'agit-il lorsque on énonce l'immanence des vérités, qui est un énoncé à caractère en quelque sorte philosophiquement technique. Alors, l'immanence des vérités, qu'est-ce que ça dit? Alors, je voudrais commencer simplement par un rappel en forme de situation, si je puis dire, de caractéristiques de la conception que je propose des vérités, puisqu'il faut toujours mettre cela au pluriel, de façon à pouvoir faire une première situation de la notion d'immanence des vérités. Naturellement, tous ces points seront revus en cours de route, mais là je les réénonce de façon tout à fait inaugurale, de façon un peu axiomatique comme ça, pour qu'ils servent de première balise à une enquête qui va être une enquête, je ne dis pas difficile, mais une enquête assez dense sur un problème dont j'espère pouvoir vous démontrer qu'il est un problème non seulement très important, mais même tout à fait crucial aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un problème technique de la philosophie, c'est une question tout à fait fondamentale de l'orientation de la pensée et finalement de l'orientation de l'existence dans le monde contemporain. Alors, je rappelle d'un façon tout à fait schématique concernant la vérité quelques caractéristiques que je lui attribue en 6 points, 6 caractéristiques descriptives, comme ça, de ce qu'il faudra entendre petit à petit par vérité dans cette affaire. Alors, point 1, par vérité, on entend une construction, un processus, une création, il y a les 3 mots, une construction, un processus, une création, et donc pas du tout quelque chose qui serait de l'ordre de l'exactitude d'un jugement. Et nous sommes pas du tout dans l'élément traditionnel qui
dirait par exemple que la vérité, c'est l'adéquation entre la pensée et le réel, la correspondance entre le jugement et ce qui est dit, etc. La vérité est prise comme un processus singulier, seulement qui se passe vérité comme telle, mais pas du tout comme ayant rapport avec la confrontation, par exemple, entre le langage et la réalité. C'est un type particulier de création. Voilà. Les vérités sont créées. Je suis d'accord avec Descartes sur ce point. Il a toujours dit que Dieu créait les vérités. Ce n'était pas un énoncé très simple, déjà. En fait, au moins avait-il vu que les vérités elles-mêmes devaient être considérées comme faisant partie du monde. Et qu'elles n'étaient pas quelque chose de soustrait au monde, de transcendant, ou quelque chose qui était simplement une relation à l'intérieur du monde, mais que les vérités pouvaient être considérées comme quelque chose qui, au même titre que les idées, mais au même titre aussi finalement que les objets matériels, existent dans le monde. Alors c'est un point sur lequel j'aurai souvent l'occasion de revenir. Je ne pense pas qu'il puisse être pertinent d'opposer, par exemple, l'idéalisme au matérialisme à partir de la distinction entre la pensée et le réel. Je pense que c'est une fausse, c'est très banalement fait. Hein. Généralement, on dira les matérialistes qui affirment le primat de la matière sur la pensée ou le primat du réel sur la pensée, les idéalistes l'inverse. Ceci méconnaît un point, à mon avis, tout à fait fondamental, c'est que la pensée fait absolument partie du réel. C'est une composante parmi d'autres du réel. Et que c'est déjà avoir pris une position idéaliste, dans un certain sens, que de définir le matérialisme par le rapport de la pensée et du réel, étant donné que le matérialisme doit commencer par reconnaître le caractère absolument réel de la pensée. C'est-à-dire de quoi ça ne veut pas dire que l'opposition n'a aucun sens, mais en tout cas, elle ne peut pas être bâtie à partir de là, elle ne peut pas être bâtie à partir de cette opposition. Et donc, vérité, je ne fais qu'appliquer cette vision, vérité n'est pas non plus quelque chose d'extérieur à ce qui se donne, à ce qui existe dans le monde. Vérité est un des types de processus de pensée qui, comme tout le reste, font partie du monde, font partie de la réalité, ou font partie de l'être. Donc dire vérité est une construction, une création, c'est aussi rappeler que par le mot vérité, on n'entend rien qui ne se puisse finalement désigner et montrer comme existant dans le monde, au même titre que les otaries. Je ne sais pas pourquoi je pense aux otaries. Peut-être parce que les vérités flottent. Là, ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur lequel je voudrais insister, c'est que ce processus inclut un élément hasardeux, un élément irréductible aux strictes figures de la nécessité du monde à l'intérieur duquel il y a cette procédure. Alors, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'appelle événement cette figure de hasard, de rencontre, d'indétermination qui est contenue dans tout processus de vérité, en tant d'ailleurs qu'il en est l'événement le point d'origine. Il en est le point d'origine parce qu'il en ouvre la possibilité. Et que la possibilité de cette création, de cette construction, est créée en tant que possibilité par quelque chose qui est comme une coupure dans le tissu des nécessités constitutives de n'importe quel monde. On pourrait dire aussi que toute vérité commence par l'interruption d'une répétition. Il y a quelque chose qui serait comme une loi de répétition est interrompue, et c'est du point de cette interruption, greffé sur cette interruption, que quelque chose comme la procédure de vérité commence. Alors, ce que signifie ce point, c'est évidemment qu'une vérité, en tant que construction, ne sera pas entièrement réductible aux données du monde dans lequel elle est construite. Elle en sera
en quelque manière, séparée par une distance infiniment petite, qui est justement le décalage hasardeux qui est à son origine. Alors, ce point aura une importance considérable parce que, comme nous le verrons plus loin, c'est sur ce point que repose la possible universalité d'une vérité. C'est-à-dire sa non-absorption complète, sa non-réduction complète au monde dans lequel elle a surgi, dans lequel elle a été créée. Dès le départ, dès la création d'une possibilité événementielle, il y a un élément qui fait que la vérité va être construite dans un monde, avec les matériaux de ce monde, mais elle en aura été, dès le début, très légèrement écartée. Et elle ne pourra donc pas être analytiquement réduite aux lois particulières du monde considéré. Troisième point, ce processus détermine toujours un sujet. Autrement dit, le processus de construction d'une vérité est aussi et en même temps le processus de construction d'un sujet de vérité qui, là je n'entends pas dans le détail, mais qui est comme le principe d'orientation de la construction. C'est-à-dire le fait que la construction n'est pas aveugle, mais qu'elle est polarisée, qu'elle est orientée, et que point par point, elle traite des éléments du monde à la lumière du processus de vérité lui-même. Et alors, bien entendu, là encore une remarque, sujet ici n'est pas réductible à l'individu. Sujet, un sujet de vérité, cela enveloppe éventuellement, mais aussi dépasse la figure de l'individu, donc la figure subjective au sens psychologique ordinaire. C'est pas de ça qu'il s'agit dans le sujet, c'est de l'orientation, de la possibilité d'orientation du processus de construction d'une vérité. Quatrièmement, ce que construit ce processus est universel. Il y a une universalité de toute vérité. Alors il faut voir ce que signifie universel. Universel n'est pas réductible à une caractéristique logique. Ce n'est pas l'universalité d'un jugement. Précisément, la construction de vérité construit une réalité dans le monde et pas un jugement. Donc c'est pas le quantificateur universel, si vous voulez. Universalité désigne ceci, qu'une vérité peut être intelligible et déployée dans un autre monde que celui où elle a surgi. C'est-à-dire, elle peut être comprise, intelligible, comme vérité, et déployée, c'est-à-dire continuée, remaniée, transformée, dans un monde qui n'est pas forcément celui dans lequel elle s'est instituée. Disons par exemple qu'il est tout à fait possible de mettre en scène aujourd'hui une tragédie de Sophocle. Bien qu'une tragédie de Sophocle soit quelque chose qui est construit des matériaux qui ne nous disent plus grand-chose. Il faut l'avouer. Ni les figures mythiques, ni la religion, ni les monarchies de l'époque, ni tout cela est tombé en poussière. Et je pourrais même dire que tout cela ne nous est plus tellement intelligible. Nous pouvons le reconstituer historiquement. Mais nous n'avons plus d'empathie immédiate avec ce type de monde qui est un monde disparu. Néanmoins, il est possible, qu'il s'agisse d'une tragédie de Sophocle ou qu'il s'agisse des éléments d'Euclide, il est possible non seulement de les comprendre, d'en avoir l'intelligence, mais même de les prolonger, de s'installer dans cette vérité pour la continuer, pour l'élargir. Ainsi, du metteur en scène qui propose une mise en scène nouvelle de la tragédie de Sophocle, c'est pas simplement qu'il la comprend à sa manière, mais c'est aussi qu'il la fait revivre, il la représente devant le public. Quant aux éléments d'Euclide, on voit bien que les mathématiciens n'ont cessé de comprendre parfaitement les démonstrations des éléments d'Euclide et de les prolonger, de les constituer, de les transformer, de les généraliser. Donc, ces phénomènes ne sont pas mystérieux, ils sont tout à fait factuels, on peut les constater, et c'est ça qu'on appellera universalité. L'universalité, c'est ce qui subsiste d'un monde disparu dans un élément tel que ça demeure en soi intelligible et
non seulement intelligible, mais que ça demeure praticable. Praticable au sens où ça peut être continué, déployé et réinstitué. Cinquièmement, ce processus de vérité est un processus infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens à parler de son achèvement, de sa clôture. C'est-à-dire que, précisément, puisqu'il peut être recompris et reprolongé dans un monde différent, il ne contient pas de finitude intrinsèque. Donc on peut avancer l'énoncé que toute vérité est infinie, en ce sens-là. Si vous préférez, parce que sur l'infini, on va beaucoup parler cette année de façon à la fois ardue et polémique, mais vous pouvez dire que toute vérité est ouverte, voilà, à titre de prudence provisoire. Toute vérité est ouverte, c'est-à-dire que toute vérité est ouverte à la réinterprétation et à la relance de sa propre existence. Et enfin, je propose de dire qu'il y a essentiellement 4 types de vérité, il y a 4 types de procédures de vérité, qui sont la science, l'art, la politique et l'amour. Alors, là, on y reviendra aussi, mais je dis très rapidement, s'agissant de la science, elle fait vérité du lien entre écriture et réel, je le dirais comme ça. La science fait vérité du lien entre écriture et réel, c'est-à-dire elle montre qu'un certain type d'écriture permet à la fois une connaissance et une activité prédictive concernant le réel. Entendu qu'un montage expérimental est à sa manière une inscription aussi, c'est aussi un type d'écriture, comme Bachelard l'avait parfaitement remarqué. Donc on peut dire, si on donne la définition la plus générale possible de l'activité scientifique comme activité de vérité, on dira qu'elle fait vérité du lien possible entre inscription et réel, ou entre écriture et réel. L'art fait vérité de la lisière entre la forme et l'informe. C'est ça qui travaille dans un déplacement de cette lisière en général. La création artistique, c'est toujours un déplacement de la lisière, de la frontière entre ce qui est accepté comme forme et ce qui est tenu pour informe. La politique fait vérité de la capacité collective, de ce que, en vérité, le collectif est capable de faire de lui-même, de la capacité du collectif quant à déployer sa propre transformation. Et l'amour fait vérité de la différence, comme telle. Dans la médiation des positions sexuelles, mais de toute façon, dans tous les cas, il fait vérité. Ce qu'il travaille, c'est la différence. Et donc, pour ce que nous en connaissons, les vérités sont à des degrés divers, avec quelques intersections et confusions, sont rangées dans un de ces 4 types. Ce qui me permet de vous proposer une définition provisoire de ce que c'est qu'une vérité. Voilà. Alors je dirais, c'est un processus hasardeux quant à sa possibilité, un processus hasardeux quant à sa possibilité, subjectif dans sa durée, c'est-à-dire aussi dans sa durée orientée, particulier dans ses matériaux. Les matériaux sont prélevés sur un monde déterminé. Universel dans son adresse ou son résultat. Donc, universel dans son adresse ou son résultat. Infini dans son être. Et déployé selon 4 types de procédures. Alors je vous la redis, hein. C'est ça qui nous servira quand même pour l'essentiel. Processus hasardeux quant à sa possibilité, subjectif dans sa durée, particulier dans ses matériaux, universel dans son adresse et son résultat, infini dans son être, et déployé selon 4 types distincts de processus.
Une définition plus courte, mais qui contient à sa manière tout cela, c'est de dire qu'une vérité, on va réintroduire tout de suite le mot immanence, qu'une vérité, c'est une exception immanente au monde où elle surgit. C'est une exception immanente. C'est un oxymore, mais c'est précisément ça. C'est une exception immanente, et c'est immanent. Ça a lieu dans un monde déterminé, dans une particularité, mais d'une certaine manière, ça y fait aussi exception, précisément parce que ça en est décollé, de telle sorte que ça peut avoir une destination universelle. Et qui dit destination universelle dit naturellement que ça n'est pas enclos, ça n'est pas fermé dans la particularité du monde où ça surgit. Cette notion d'exception immanente sera d'un bout à l'autre cruciale parce que c'est celle qui concentre ce qu'on pourrait appeler la dimension dialectique d'une vérité. Il faut à la fois toujours rendre compte qu'elle est produite en immanence à un monde, qu'elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans une transcendance, elle n'est pas dans une représentation, elle n'est pas une entité transcendantale, elle est une production dans le monde, absolument, et éventuellement d'ailleurs tout à fait matérielle, comme après tout est une sculpture ou un bâtiment, éventuellement plus sophistiquée, comme est un théorème de mathématiques, mais dans tous les cas tout ça existe matériellement dans le monde, donc elle est immanente, mais son universalité potentielle, son adresse potentielle à une intelligibilité possible ailleurs et dans des conditions particulières tout à fait différentes, fait qu'elle est aussi en exception à cette immanence même. Donc elle est une exception immanente. Et c'est ce point-là autour duquel va pivoter la question de savoir, la question que nous allons poser après, c'est la question de savoir comment on subjective cette exception immanente. C'est-à-dire que signifie d'être immanent à cette exception immanente. Voilà. Que signifie d'intérioriser cette exception immanente et d'en être en quelque manière un des porteurs, et qu'est-ce que ça signifie aussi du point de vue du monde. Alors, ce que je viens de vous rappeler là, ça a été que je vais là, je vous donnais une bibliographie élémentaire pour en consulter les détails si vous avez envie. En ce qui concerne la possibilité ontologique des vérités, il y a la question de savoir si réellement quelque chose comme cela peut exister. Après tout, là, je vais donner une description, mais vous pourriez dire, oui, mais rien de tout ça, rien de tel n'existe. Il n'y a pas d'exception à l'immanence. Donc, il a fallu examiner la possibilité intrinsèque à un niveau de l'être même, que l'être des vérités puisse être soutenu par un protocole de vérification. C'est à ça que j'ai consacré l'être et l'événement, si vous avez le temps, et logique des mondes si vous ne l'avez pas. Ou plutôt, ou réciproquement. Si vous voulez couper au plus court, vous prenez le premier et le second manifeste pour la philosophie. Le premier manifeste traite cette question de l'être des vérités, et le second traite une question connexe, mais pas tout à fait identique, qui est ce qu'on pourrait appeler la possibilité existentielle des vérités. Parce que c'est pas tout de montrer qu'on peut sans contradiction considérer qu'il peut y avoir un être d'une exception immanente, et c'est pas la même question que de considérer que par ailleurs, cette possibilité ontologique existe vraiment, c'est-à-dire qu'elle est repérable dans un monde effectif. Autrement dit, vous devez traiter de l'être des vérités, mais vous devez traiter aussi de ce que j'ai appelé leur corps. Et le corps des vérités, c'est leur mode de présence effective dans un monde déterminé. Donc, pour prendre les le premier manifeste sur la philosophie traite de l'être des vérités, le second traite du corps des vérités, ce que j'appelle un corps subjectivable, pour des raisons que vous voyez parfaitement. Voilà. Alors, le but du présent séminaire n'est donc pas directement ces deux questions. Je ne vais pas
faire un troisième tome pour reprendre les deux questions précédentes. Cependant, il est bien le support possible d'un troisième livre. Donc son but, dont vous êtes un matériau, si je puis dire, c'est bien qu'il y ait bien un troisième livre, le troisième livre. Et le troisième livre s'appellera l'immanence des vérités. Donc vous l'aurez connu avant tout le monde. Voilà. Alors vous direz, mais pourquoi écrire un troisième livre et quel va être son sujet? Je vais y venir, mais avant je voudrais faire une petite réflexion générale sur les livres de philosophie, les livres des philosophes. Il y a des gens qui n'écrivent qu'un livre. Ça c'est le cas le plus... Par exemple, on peut soutenir en fin de compte que Descartes n'a écrit que les Méditations. Oui, il a écrit le traité des passions, il a fait un résumé des méditations dans le discours de la méthode. Enfin, en fin de compte, et c'était bien ce dont il avait conscience, tout est dans tout le corps philosophique de Descartes et dans les méditations. Voilà un homme qui une fois qu'il a eu fait son travail, c'est tranquille. C'est d'ailleurs un des rares philosophes qui a énoncé qu'en tout cas, il lui fallait dormir 10 heures par jour. Caractéristique de Descartes, c'est une caractéristique significative. C'est un homme tranquille. Après, il y a la question de ceux qui sentent l'astreinte d'en écrire deux. Et alors, là, il y a, en un certain sens, ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent jamais. C'est une distinction importante. Par exemple, on peut soutenir que Hegel, qui était une fécondité sans égale, avait, dès le début, écrit deux livres. La phénoménologie de l'esprit, puis la logique. On sent bien que c'était une paire. Après, il en a écrit des tas d'autres. Enfin, lui, il n'avait pas du tout renaclé à écrire le premier livre, puis le second. Par contre, ni Sartre, ni Heidegger n'y sont parvenus. Le second tome de l'être, de Zadunzai, de l'être étant, qui est absolument prévu, n'a pas eu lieu. Et à la fin de l'être et le néant, et a annoncé à grand bruit qu'on va tirer de tout ça une morale, on ne l'a pas non plus. Donc ça, c'est les deux ratés. Les deux ratés hantent l'œuvre philosophique, évidemment. Si vous lisez Descartes, rien ne le hante. Il est allé raconter tout ça à la reine de Suède et il est mort. Si vous voyez Hegel, rien ne le hante non plus. S'il faut en faire 4, 5 ou 6, on les fera. Voilà. Mais il est encore déjà très vieux, on écrit la philosophie du Torah. Par contre, ceux qui n'arrivent pas au deuxième, ça c'est un symptôme grave. Ils sont forcément clivés quelque part. Ils sont clivés quelque part au bord du premier, dans la venue de l'impossibilité du second. Donc on va trouver après des manuscrits, des cahiers, des choses comme ça, et on verra que toute leur vie, ils ont écrit ce second livre sans y parvenir. Alors il y a ceux qui en écrivent 3. Ça m'intéresse beaucoup, c'est mon cas si j'arrive à écrire. Alors là j'examine mon cas, et alors ce qui est terrible, c'est que l'exemple canonique de celui qui en écrit 3, c'est évidemment Kant, mon ennemi personnel. Parce que Kant a écrit 3 critiques bien articulées. Elle a critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique, alors après, on ne sait pas trop de quoi finalement, la troisième, enfin il a quand même écrit les 3. Et ça, donc je ne voudrais pas être, au regard de Kant, le raté du troisième. Ça me hante. Et je vous fais tous servir à colmater cette hantise. Il y a ceux qui en écrivent 4. Alors ceux-là, mais le plus caractéristique raté du 4, c'est Platon. Parce qu'on sait que le tête-à-tête, le sophiste, le politique et le philosophe devaient composer un ensemble de 4 dialogues. Et il n'a pas écrit le philosophe. Il n'a pas écrit le philosophe. Donc on a le tête-à-tête, le sophiste et le politique, mais on n'a pas le philosophe. Donc il s'en est tenu à 3, lui. Alors lui, on pourrait dire que c'est le 3 dans la modalité ratée, tandis que Kant, c'est le 3 dans la modalité réussie. Parce que le 3 de Platon, c'est un 4 manqué. Tandis que le 3 de Kant, c'est le 3 réussi.
De toute façon, lui, il travaillait tranquillement avec Königsberg le matin à l'heure. Platon, c'est un peu différent. Il bourlinguait partout, il avait discuté avec les tyrans de Sicile. Il n'a pas eu le temps d'écrire la politique, enfin le philosophe. Ou alors il n'a pas voulu dire qui il était. C'est un personnage très insidieux. D'ailleurs, vous lisez ces dialogues, vous ne savez pas à qui il parle. Qui est Platon là-dedans? Il est entièrement camouflé. En plus, il s'est déguisé en Socrate. Après, il s'est déguisé en Athénien. Il s'est déguisé en étranger délai. C'est pas plus théâtral que cet ennemi du théâtre. C'est toujours costumé. Quant à ceux qui en font 5, j'en connais pas. Ce qui pourrait vérifier un article que vous trouverez dans un livre sur l'infini qui avait paru naguère au Seuil, je ne me souviens plus ce que c'est que l'infini, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait un article qui s'intitulait « L'infini commence à 5 ». C'était argumenté de façon très solide, et qu'après 4, finalement, tout est pareil. Donc c'est comme si c'était infini. Que si vous dites 5 ou si vous dites 17 748, vous dites la même chose à peu de choses près, on ne sait pas très bien la différence. Et c'est donc que l'infini commence à 5. Ça expliquerait qu'aucun philosophe ne s'est aventuré jusque-là. Avoir comme projet d'en écrire 5, c'est avoir un projet infini. Donc, pour ce qui me concerne, je vais écrire avec vous le 3e. Alors, de quoi s'agit-il dans ce 3e? J'ai dit qu'en un certain sens, les 2 premiers consistent à assurer les conditions de possibilité des vérités. Naturellement, ils contiennent aussi un concept, une description de ce que c'est une vérité, mais ils s'intéressent à la question de savoir dans quelle mesure les vérités sont possibles, étant entendu que par ailleurs elles sont réelles, c'est pas la même chose, à quelles conditions se sont-elles avérées possibles, au niveau de l'être, pour l'être et l'événement, au niveau de l'apparaître, c'est-à-dire du monde effectif ou de l'existence dans le second. Alors, il s'agira ici de renverser la perspective. Il s'agira de renverser la perspective, c'est-à-dire de non plus d'étudier les conditions de possibilité des vérités, ou éventuellement, comme dans le Gîte des mondes, les conjonctures de vérité, c'est-à-dire les types de mondes, d'événements, de changements qui rendent possible l'émergence d'un corps de vérité. Mais il s'agira d'examiner ce qu'est le monde du point de vue d'une vérité. Ça, j'appelle le renversement de perspective. C'est-à-dire, au fond, quand même, dans la première figure, on allait du monde de l'être aux vérités, en tant qu'on en fondait la possibilité. Dans le deuxième cas, on va au contraire aller des vérités au monde. Et on va se poser la question, qu'en est-il du monde lorsque c'est du point de vue d'une vérité interne à ce monde, du point de vue de l'exception immanente, qu'on examine ce qui advient au monde. Alors donnons tout de suite quelques exemples pour être moins abstrait. Pour un exemple politique, on ne va pas se demander à quelles conditions peut surgir, par exemple, une révolution, un processus révolutionnaire, considéré comme porteur d'une vérité neuve sur les capacités du collectif. Ça relèverait encore du mouvement de la condition de possibilité. On va se demander qu'en est-il du monde lorsque on le vit, on le pratique, on l'examine ou on le pense du point du développement de la procédure de vérité elle-même, c'est-à-dire du point du processus révolutionnaire. Donc on ne va pas être dans une analyse de situation ou de conjoncture, on ne va pas être dans les, comme l'écrit Lénine, dans la preuve que, comme il dit, la crise est mûre. Magnifique texte qu'il a écrit pour expliquer qu'il fallait absolument passer à l'insurrection. Donc là, vous voyez bien, même le texte de Lénine, la crise est mûre, c'est un texte qui embrasse les conditions de possibilité dans le monde tel qu'il est, de l'émergence d'un corps de vérité nouveau. Donc c'est pas là qu'on va inversement se demander quels sont les aspects du monde, les figures du monde,
si on l'examine de ce point de vue-là, non pas du point de vue de la possibilité du processus révolutionnaire, mais du point de vue de la réalité du processus révolutionnaire. Et donc en réalité, on va plutôt s'interroger aux nouvelles possibilités qui surgissent dans le monde, telles que le processus politique les fait apparaître. Et c'est ça qui va être l'immanence des vérités. L'immanence des vérités, ça va signifier l'examen du monde du point de vue des processus de transformation de type vérité qui le traversent, et non pas l'inverse. Alors, si on prend l'art, on va là aussi se poser la question qui va être décisive, c'est la question des effets de l'art. C'est-à-dire, ça ne va pas être la question de savoir ce qu'est l'art, ou la question de savoir dans quelles conditions historiques tel ou tel type d'œuvres sont produites, ou même quelle est la signification herméneutique de l'œuvre d'art. On va s'interroger sur en quel sens un art déterminé est en état de transformer ou de donner une perception du monde qui est absolument nouvelle. Donc on va s'interroger sur le mode propre sur lequel, de l'intérieur de l'activité artistique ou de l'intérieur même de la contemplation artistique, on s'éduque subjectivement à un rapport au monde qui est transformé, et donc à une vision du monde et finalement à un monde lui-même qui est transformé. Et donc on va s'intéresser par exemple au fait que l'avènement d'un certain type d'art, d'une transformation de la lisière entre la forme et l'informe, en réalité est en état à terme de changer la perception même du monde. Et pas simplement la perception de ceux qui sont éduqués ou artistes, mais la perception de tout le monde. Et la perception de tout le monde va être aussi reconfigurée à partir des nouvelles données que l'art invente ou dispose sur la relation, sur la lisière entre la forme et l'informe. S'agissant de la science, c'est la même chose. On ne va pas s'intéresser nécessairement à la structure interne de la science, aux nouvelles modifications du rapport entre la lettre et la matière, etc., etc. Mais on va constater que la science, indépendamment même de la connaissance qu'on peut en avoir, transforme radicalement la perception élémentaire du monde. Alors là, on a des exemples évidemment massifs. On est obligé aujourd'hui de penser que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, ça. Même si à un certain niveau on n'en croit rien en fait. On le sait, mais on ne le croit pas en fait. C'est un thème sur lequel Husserl a beaucoup médité. Husserl explique qu'à un certain niveau de la conscience, en réalité nous continuons à être dans l'idée d'un monde plat autour duquel tourne le soleil. C'est là-dedans qu'on vit, d'une certaine façon. On ne vit pas réellement dans une planète mobile en train de tourner à toute vitesse autour du Soleil. On habite en fait un monde plat autour duquel le Soleil tourne. Et donc, mais de fait, néanmoins, sans y parvenir entièrement, la science a durement entamé cette perception. Et on est constamment rappelé au fait que, ben non, finalement, de fait, nous n'habitons pas réellement un disque plat avec le Soleil qui tourne autour. Donc, et ça, c'est un effet de la science, rien d'autre. Et donc, il y en a beaucoup, on va citer d'innombrables exemples, il y a une modification de la perception collective des choses qui ne va pas complètement, qui ne déracine jamais complètement les perceptions primordiales, primitives, mais qui les affecte, qui les blesse, qui les transforme. Et quant à l'amour, c'est l'exemple le plus simple. C'est évident que la figure d'émergence de la rencontre amoureuse constitue une possibilité, une sorte de construire un poste d'observation du monde qui n'est pas le même qu'avant. C'est-à-dire que le voir à deux, le voir tout seul, c'est pas pareil. Donc c'est bien la vérité du monde est modifiée, atteinte, transformée par cette expérience. Je ne me prononce dans aucun cas si tout ça est bien ou mal. La question de savoir si c'est bon qu'il y ait des vérités, c'est un problème à part. Peut-être que c'est quelquefois désastreux ou catastrophique. Avions-nous réellement besoin organiquement de savoir que nous étions sur une minable planète et qui tournait autour d'une boule de feu? Est-ce que c'était pas plus tranquille de penser qu'on habitait au centre d'un disque plat qui était lui-même au centre de l'univers? C'était plus gratifiant. C'est comme si tout d'un coup vous apprenez qu'alors que vous pensiez habiter la capitale, vous êtes dans une banlieue pourrie.
Bah oui, c'est comme ça. Et que finalement, l'importance que nous nous accordons en a pris le coup, quand même. Mais finalement, des animaux qui, comme des espèces de boucherons, sont sur une planète éloignée. On n'est même pas du côté du centre de la galaxie, on est dans la périphérie. On est très loin du centre. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Le fait est que c'est vrai. Alors ça, voilà. Le fait est que c'est vrai. Il y a quelque chose dans la vérité qui n'est pas forcément accommodant. Ça, on le sait bien. Donc même la vérité amoureuse, elle peut se déployer au prix de dures épreuves, même de catastrophes, de désastres, de meurtres passionnels, d'empoisonnement. Ça peut aller au pire. Mais ce pire restera le pire de quelque chose, c'est la tentative du vrai. Donc, vous voyez, ce qui va être proposé, c'est une expérimentation du monde vu du point des vérités, vu du point de l'exercice du mode sur lequel les vérités traversent le monde. Et donc nous ne serons pas nous serons... Alors, vous voyez bien, alors que les deux premiers volumes restaient à certains égards des livres analytiques, quasiment au sens de Kant, c'est-à-dire d'analytique transcendantale, c'est-à-dire conditions de possibilité, malgré tout il y a quelque chose comme ça, conditions de possibilité de l'être générique des vérités et conditions de possibilité du corps par lequel une vérité apparaît dans un monde déterminé, donc c'était ça. Là, on est bien obligé de dire que l'enquête n'est pas exactement analytique, et en vérité, il faudra bien dire qu'en un certain sens, elle est quand même de type éthique. Bien que j'écris un livre sous-titre, mais je n'ai pas une adoration pour ce mot. Il m'a servi à des drôles de besogne. Mais néanmoins, on est obligé de le voir que c'est de ça qu'il s'agit en un certain sens, parce que, évidemment, ultimement, nous allons viser la question de savoir quel type d'orientation d'existence, quel type de règles cachées ou explicites, quel type de vision du monde et d'organisation ou de sens donné au monde va s'induire du fait qu'on l'examine du point des vérités. Et là, on sera dans une enquête assez proche, en réalité, d'un type d'enquête platonicien, ça c'est vrai. Parce que Platon ne se contente pas de se demander qu'est-ce qui est vrai, théorie des idées, etc. Il se demande aussi qu'est-ce que cela induit quant à ce que nous devons être et faire. C'est indissolublement lié. Et donc, chez Platon, on a déjà le renversement de perspective. Ce n'est pas simplement une description analytique des structures effectives du vrai. C'est la question de savoir quelle est la conséquence de tout ça dans l'orientation de la vie humaine. Il y a un point auquel il accorde une grande importance, c'est de savoir si finalement être dans le vrai rend heureux. On revient à la question que je posais tout à l'heure. Il y a cette question toujours très importante chez Platon de prouver que le sage, en fin de compte, le sage au sens platonicien, est en réalité plus heureux que le jouisseur, quelque chose comme ça. Alors, le jouisseur, chez lui, c'est le tyran. Et alors, cette question... Alors, pourquoi cette question est-elle essentielle? Elle est essentielle parce qu'elle est, à un moment donné, on est au pied du mur de la question de savoir si finalement, on ne pourrait pas tout simplement se désintéresser du fait qu'il y a des vérités. Ça, vous ne pouvez le savoir que si vous faites le retournement que je propose ici, si vous faites l'expérimentation du monde du point de vue des vérités. Ce n'est que dans cette expérience que vous pouvez aborder et résoudre éventuellement le problème de savoir quel est le type de valeur, de valorisation que nous devons accorder au fait qu'il y a des vérités. Et, par exemple, il est absolument notoire que notre monde, le monde contemporain, est là-dessus fondamentalement sceptique. Il ne pense pas du tout fondamentalement que les vérités soient une bonne chose. Je pense que ce qui est une bonne chose, c'est tout à fait autre chose, si je puis dire. C'est ce qu'on pourrait appeler le calcul de l'intérêt maximal. Voilà, ça c'est bien. Et, au fond, moins on en a, mieux on se porte, du point de vue du monde contemporain.
C'est ça qu'a signifié, il faut bien le dire, la critique des idéologies. La critique des idéologies, ça a principalement voulu dire, vous ne mettez pas Martel en tête sur les idées. C'est pas la peine. Le monde suit son train, suivez-le avec. C'est ça. Donc c'est une position qui a non seulement une cohérence, mais qui est une position largement hégémonique, un peu dominante aujourd'hui, qui est que l'orientation de l'existence n'a pas besoin de quelque chose comme les vérités, ou au sens platonicien, quelque chose comme les idées. La pragmatique du monde tel qu'il est suffisante pour décliner une orientation provisoire qui vous garantira, sinon une bonne vie, si vous n'avez pas de chance, si vous êtes au mauvais endroit et avec les mauvaises ressources, ou qui vous garantira au contraire une vie relativement convenable si vous êtes au bon endroit et dans la bonne classe et dans le bon groupe, voilà. Et que ça, on n'y peut rien, que c'est comme ça. Et qu'on va essayer de qu'il y ait un peu plus de bonne place. Comme on sait aujourd'hui, on y arrive difficilement. C'est pas donné d'avance, plus de bonne place. Donc, vous voyez, donc c'est un vrai débat. C'est un débat et il est constitutif d'un certain point de vue de la philosophie dans son essence même, qui s'est toujours demandé non seulement est-ce qu'il y a des vérités, s'il y en a, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut les connaître, etc., et qui à la fin des fins doit bien se demander si, du point de vue de l'existence humaine en général, c'est une bonne ou une mauvaise chose, ou une chose neutre, ou indifférente, là. Ou si on peut, et que même on doit éventuellement, régler l'existence elle-même, l'orienter, l'existence, à partir de quelque chose qui est de cet ordre-là, qui est de l'ordre de l'exception immanente. Et alors, ce que le monde d'aujourd'hui nous dit constamment, c'est, ça vous pouvez le lire dans les journaux, c'est surtout pas d'exception, que de l'immanence, mais pas d'exception. Et que même, c'est au prix de sacrifier toute exception qu'on sera vraiment dans l'immanence. Et regardez les déplorations sur le fait que la France n'est pas vraiment immanente à la sauvagerie en réalité du monde contemporain, parce qu'il y a encore des gens qui croient à l'exception. Des hurluberlus qui pensent que il est possible qu'une orientation d'existence individuelle et collective ne puisse pas se réduire à la stricte immanence aux lois du monde tel qu'il est, mais plutôt peut-être aux quelques exceptions que de ci, de là, en regardant bien avec une grosse lunette, on aperçoit dans ce monde. Donc c'est un débat tout à fait actif, tout à fait contemporain. Nous ici, on fait le travail philosophique, c'est-à-dire qu'on en donne aussi l'amplitude conceptuelle, mais c'est un débat tout à fait fondamental. Et la thèse du monde contemporain est tout à fait explicite. La loi doit être une immanence aussi serrée que possible au monde, et pas du tout une immanence aux vérités, lesquelles sont idéologiques, intolérantes, totalitaires et criminelles et nuisibles. Alors que le monde, lui, est tellement bien. Et pourquoi désirer autre chose que son déploiement? Voilà. Alors, donc c'est cette expérimentation avec finalement la finalité qui consistera à trancher ou à décider quelque chose sur le point de savoir si, en définitive, cette expérimentation du monde du point des vérités, c'est-à-dire du point du sujet des vérités, permet de conclure que c'est là que se trouve la vraie vie. La vraie vie. La vie digne de ce nom. C'est-à-dire celle qui, d'une certaine manière, est conjointement la plus vraie, la plus heureuse. Voilà. Et nous n'esquiverons pas le point de savoir si, en effet, Platon a raison, et que la vie, selon le vrai, est aussi la plus heureuse. Voilà. Et de loin, ajouterai. Alors, le mouvement général, la construction générale, je vous la donne mais uniquement dans ça va être une espèce d'ascension, comme ça. On va démarrer par une critique de la finitude, en montrant comment finitude est le mot philosophique le plus approprié à la description de ce qui est aujourd'hui valorisé. La finitude ne va pas désigner fondamentalement des caractéristiques objectives, mais une sorte de norme. L'affirmation répétée de la finitude humaine, du fait qu'il faut
qui prend des tas de formes. La plus courante aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même s'adapter aux réalités. Il y a des réalités auxquelles il faut s'adapter. Mais bien que cette adaptation aux réalités, c'est la négation immédiate du caractère potentiellement infini des vérités et du sujet. C'est un accommodement à la contrainte du monde. Donc il faut critiquer ça. On va commencer par une critique de la finitude. Pour accomplir cette critique de la finitude, il va falloir proposer une théorie neuve de l'infini. Une théorie de l'infini qui soit non théologique. C'est une théorie de l'infini qui soit appropriée à notre objectif, qui est de soutenir que les vérités sont infinies, et que le sujet des vérités, que nous pouvons devenir, est ouvert à cette infinité. Ouvert de manière immanente à cette infinité. Donc ça nous mènera à ce qu'on pourrait appeler, ce sera le premier temps d'immanence, l'infinité subjective. Donc critique de la finitude, théorie de l'infini, infinité subjective. Alors en ce point d'infinité subjective, on entrera dans la description de ce que j'appellerais l'entre-deux-mondes. L'entre-deux-mondes, c'est-à-dire entre le monde proprement dit et puis le monde de l'exception. Le monde de l'exception immanente. Le sujet, à un moment donné, est définissable comme sujet de l'entre-deux-mondes, en tant qu'il expérimente le monde, de l'intérieur du monde, mais en situation d'exception. Évidemment, vous voyez qu'il va y avoir un paradoxe ou un écart qui va définir la situation du sujet de vérité comme un sujet entre deux mondes. Cet entre-deux, on ne peut pas s'y maintenir. Il va falloir trancher à un moment, dans certaines circonstances, il va falloir trancher, et ça, c'est ce que j'appellerais la violence des vérités. Mais non, la question de la violence, pas du tout comme un phénomène de barbarie résiduelle, mais au plus haut niveau. Le fait que les vérités elles-mêmes comportent une violence qui est la sortie de l'exception, qui est le mode propre sur lequel l'exception travaille. Elle ne peut pas travailler exclusivement dans la paix et l'harmonie, parce que sinon c'est extrêmement simplement immanente. Voilà. Si elle est exception, il faut aussi que son exceptionnalité se donne de manière immanente. Donc il y a une violence des vérités qui nous et lorsque cette violence s'appelle, disons métaphoriquement lorsqu'elle a été victorieuse, eh bien alors quelque chose est incarné vraiment, c'est-à-dire quelque chose d'une vérité incarnée, ce que j'appellerais l'incarnation partielle de l'éternité. L'incarnation partielle de l'éternité, c'est un fragment d'éternité qui sera advenu comme tel dans un monde. Donc voyez, on va aller de la critique de la finitude à l'apologie de l'éternité, très classique, et ceci en faisant l'économie de tout Dieu. Donc critique de la finitude, théorie de l'infini, l'infinité subjective, l'entre-deux-mondes, la violence des vérités et l'incarnation partielle de l'éternité. Mais je voudrais commencer tout à fait autrement que par... Autrement, je vais commencer par exemple de court-circuit poétique. C'est-à-dire je voudrais recourir au poème pour qu'il nous indique à l'avance, dans ses métaphores propres, la légitimité de ce trajet. Et donc, là, vous pouvez là prendre votre papier, nous allons nous réfléchir. Alors, tout ça, vous voyez, c'est évidemment, ce recul au poème, c'est comme une ouverture d'opéra. Hein, c'est pour ne pas trop vite vous effrayer. Et pour qu'il y ait une douce musique, comme ça, hein, au début, comme si on commençait par des chansons. Parce que entre ça et puis l'incarnation de l'éternité, il y a un chemin. Quoique, bien entendu, il soit immédiatement là, parce que ce qui caractérise la poésie, c'est toujours le court-circuit. La poésie, c'est ce qui, dans la pensée, va le plus vite. Et quand c'est Rimbaud, elle va encore plus vite que jamais. C'est le poète le plus rapide qui puisse imiter. Alors, je me suis donc appuyé là sur deux poèmes pour reparcourir une partie de ce que je viens de vous dire, mais tout à fait autrement, et introduire, mais tout à fait autrement, comme une introduction musicale,
sur un texte de Rimbaud et un texte de René Char. Alors, constatons d'abord que ces deux textes sont des sortes de bilans. C'est des bilans existentiels. Donc, vous voyez, on est, en effet, ce sont des moments où Rimbaud et Char s'appuient sur ce qu'il y a eu d'exception dans leur propre existence. Donc on est tout près du motif de l'exception, mais de façon existentielle, subjective. Le texte de Rimbaud, tiré des Illuminations, qui s'appelle Jeunesse, est en réalité un bilan de sa jeunesse, en effet. C'est-à-dire que Rimbaud tente de dire qu'est-ce qui s'est déployé de vrai et d'exception au monde et de nouveau monde ou pas dans sa jeunesse. Et quant à Char, c'est un bilan de la résistance aux nazis. Donc deux expériences situées dans des registres différents, l'un directement existentiel, un bilan presque d'adolescence, mais l'adolescence est un moment de tumulte, vous le savez bien. Et puis l'autre, c'est un bilan alors d'une séquence historique qui, dans l'histoire française, reste fondamentale, à savoir la question de la minorité résistante qui a en fait porté l'histoire dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, Jeunesse de Rimbaud. Alors, Jeunesse est un thème des Illuminations, et je veux situer d'abord, parce que ça fait partie de l'explication, je vais situer le fragment que j'ai retenu, qui est tout simplement la conclusion de ce poème Jeunesse. Ce poème Jeunesse est en réalité en 4 parties. Mais ça va vite, hein. Ça, par exemple, c'est une partie de ce que vous avez là. C'est la 4e partie. C'est 4 parties. Alors, je voudrais vous indiquer, parce que vous allez voir tout de suite, vous allez reconnaître tout de suite la problématique que je vous propose à l'intérieur de sa figuration par Rimbaud. La première partie s'appelle Dimanche, de ce poème qui s'appelle Jeunesse. La première partie s'appelle Dimanche, et Dimanche est typiquement une description du monde ordinaire. C'est-à-dire du monde qui n'est pas, justement, d'aucune façon celui de l'exception. C'est le monde ordinaire, c'est Charleville-Mézières, le dimanche matin. Et alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on y trouve successivement un cheval, une femme, quelques aventuriers et des enfants. C'est pris comme ça c'est très Rimbaud, ça. On prend un peu, comme si c'était au hasard. En fait, ce hasard compose une image très, très rapide et très forte de la vie ordinaire, de la vie provinciale ordinaire, avec un cheval qui se promène, une femme pauvre, des aventuriers dans un coin, et des enfants qui jouent. Et là, il y a cette description du monde ordinaire. Vous voyez qu'on commence en effet par le monde, là, en installant la question du vrai dans le monde banal. Et ça se termine très abruptement, une fois cette description faite, par « reprenons l'étude ». Reprenons l'étude. Alors, le thème de l'étude est fondamental chez Rimbaud. La magique étude, etc. Ça revient constamment. Alors, ce qu'il appelle étude, c'est l'expérience profonde du monde. En réalité, ça va être justement l'expérience de l'exception, de la possibilité de l'exception immanente. Reprenons l'étude. Là, on a décrit, on a la description. Mais la description, ce n'est pas une étude. L'étude, c'est ce qui va vous enfoncer quelque part dans la vérité de ce monde dont on a eu le charme superficiel. Voilà pour dimanche. Après, la deuxième partie s'appelle sonnet. C'est pas du tout un sonnet. Un mot qui s'appelle sonnet par allusion, en fait, ça pourrait être un sonnet, mais on ne va pas faire le sonnet, c'est pas la peine de donner cette forme. Et alors, ce qui se passe dans ce sonnet, c'est la relation possible, alors là on commence à s'enfoncer dans les questions du monde, c'est la relation possible entre l'immédiat des corps, les choses qui se donnent là, la chair, va-t-il dire, et la raison. Pas le mot vérité, que là c'est le mot raison. Mais on est déjà sur la piste. Le monde est interrogé, non pas dans son calme primordial, son dimanche matin tranquille, mais à la lumière de la question, est-ce que ces
corps qui sont là, ces choses agréables que l'on voit, est-ce qu'elles peuvent avoir un rapport avec ce qui va être appelé la raison? Raison que Rimbaud appelle, c'est une formule admirable qu'obtient Rimbaud, un labeur comblé. La raison, c'est un labeur comblé. Magnifique. Il y a un travail qui contient de manière immanente sa récompense propre. C'est ça sur la piste qui nous intéresse. Alors la raison, ce labeur comblé, alors, il se demande, mais est-ce qu'il y a un rapport? Justement, c'est là, vous voyez, que l'exception peut s'infiltrer peut-être. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'immédiat des corps, que là, dans une formule très forte, il va résumer à la danse et la voix. Donc la danse et le chant, d'abord. C'est ça, l'immédiat qui est là, la danse et la voix. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et la raison, le labeur comblé? Et alors, il conclut que oui. Il conclut que oui. Il ne conclut pas du tout, comme on en fait quelquefois le portrait, dans le sens d'une spontanéité du sensible, d'une violence du corps, etc. Pas du tout. Rimbaud est un très grand rationaliste. Même, je dirais, un rationaliste violent, de type nouveau. Il va conclure que oui, qu'il y a ce monde agréable, prescrit, etc. Il y a dans ce monde des éléments de charme immédiat, la danse et la voix, par exemple, mais ces éléments ne sont pas du tout disjoints ou séparés définitivement du labeur comblé, où vous reconnaissez naturellement le travail du vrai. Le travail du vrai, c'est ça, c'est le labeur comblé. Et il va dire ceci: la force et le droit sont des dérivations de labeur comblé. La force et le droit réfléchissent la danse et la voix, à présent seulement appréciés. La force et le droit réfléchissent la danse et la voix, à présent seulement appréciés. Donc, nous avons progressé, cette fois, de la description du monde dans Dubanche à une question: est-ce que la sensibilité peut avoir un rapport avec le labeur comblé du vrai? Et une réponse positive, qui est que force et droit, composantes de la raison, peuvent en effet réfléchir à la sensibilité immédiate, la danse et la voix, et même, ce n'est que lorsqu'il y a cette réflexion que la danse et la voix peuvent être réellement appréciées. L'appréciation véritable de la danse et de la voix n'est pas dans leur immédiateté, elle est lorsque cette immédiateté est réfléchie dans le labeur comblé de la vérité ou de la raison, ce qui signifie tout de même déjà que cette forme de bonheur qui est d'apprécier le sensible, d'apprécier l'immédiat, une définition la plus ordinaire finalement du bonheur, lorsque le sensible vous comble, eh bien, la thèse de Rimbaud, c'est que ça n'est vraiment apprécié, ça, que lorsque c'est pris dans la figure du labeur comblé, c'est-à-dire quand c'est pris dans l'étude, c'est-à-dire quand c'est pris en réalité dans le travail du vrai. Donc ça, c'est l'acquis sur sommet. La troisième partie s'appelle 20 ans. Alors 20 ans, ça ce sont les extraordinaires virages internes au texte de Rimbaud, c'est une partie qui semble tout faire basculer subitement dans la nostalgie du sensible pur. Alors qu'on vient de dire qu'il n'est vraiment apprécié que lorsqu'il est mis la raison, tout d'un coup, par ces virages à 180 degrés qui traversent tout le texte de Rimbaud, il revient en arrière. Et tout d'un coup, il est envahi par une nostalgie suraiguë de la jeunesse, de sa splendeur égoïste et imbécile, finalement, du fait qu'elle se soucie absolument pas de la raison et du labeur comblé, mais uniquement de l'immédiat. Il parle de lui-même, naturellement, ici. Et alors, il va dire: ah, l'égoïsme infini de l'adolescence, l'optimisme studieux, que le monde était plein de fleurs cet été. Là, une phrase terrible de nostalgie et suraiguë de la jeunesse dans son égoïsme infini d'adolescence. Vous voyez bien qu'elle retombait entre le labeur comblé de la passage précédent et puis cet égoïsme infini d'adolescence
que le monde était plein de fleurs cet été. Et alors, et donc, juste après, on a ce texte que vous avez, un quatrième part. Et vous devez comprendre le premier énoncé. Tu es encore à la tentation d'Antoine, comme la condamnation, évidemment, de la nostalgie précédente. Mon Dieu, on est encore là, alors... encore en détail. J'insiste beaucoup sur ces mouvements chez Rimbaud parce qu'ils sont relativement exceptionnels. Le développement chez Rimbaud n'est pas un développement progressif, c'est un développement en zigzag. C'est-à-dire que vous avez une pente très brutale dans un sens, et puis vous avez tout d'un coup une pente très brutale dans l'autre, et c'est précisément le zigzag lui-même qui va finalement produire la vérité poétique qui est cherchée. J'ai toujours pensé que ça n'était ni linéaire ni dialectique, parce que c'est pas exactement une dialectique non plus, ça ne progresse pas par négation, négation, ça procède par brisure. Le mot brisure est un mot qu'il aime aussi, qu'on trouve dans Génie. Ça procède par brisure, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à l'excès de quelque chose et puis on bascule de l'autre côté à vive allure. Alors là, si on s'en tenait au texte de 20 ans, s'il s'arrêtait là, on pourrait dire finalement tout aboutit à une nostalgie pure de l'immédiat de la jeunesse, mais c'est pas du tout ce qui va se faire. Alors je le lis d'abord. Tu es encore à la tentation d'Antoine. Les bas du zèle écourté, les tics d'orgueil puéril, l'affaissement et l'effroi. Mais tu te mettras à ce travail, le labeur, qui revient. Toutes les possibilités harmoniques et architecturales s'émouvront autour de ton siège. Des êtres parfaits, imprévus s'offriront à tes expériences. Dans tes environs affluera rêveusement la curiosité d'anciennes foules et de luxe oisifs. Ta mémoire et tes sens ne seront plus que la nourriture de ton impulsion créatrice. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu? En tout cas, rien des apparences actives. Alors ça, c'est une véritable charte de ce que nous essayons de faire. Je vais essayer de le faire. Alors, je vous le joue. Alors, je suis encore à la tentation d'Antoine. Alors, évidemment, c'est une allusion à la tentation de Saint-Antoine, sujet d'innombrables tableaux. Ça fait partie de ces toiles peintes dont Rimbaud déclare qu'il les a toujours aimées. Les images, les toiles peintes. Et alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est ce qui a été expliqué dans la partie 3, c'est-à-dire, en réalité, la tentation du monde tel qu'il est. Alors ça, c'est un point très important. La tentation de Saint-Antoine, telle que la voit Rimbaud, c'est pas du tout la tentation hallucinatoire d'un monde extérieur, c'est tout simplement la tentation du monde tel qu'il est. Et c'est à cette tentation que l'égoïsme infini de l'adolescent ne cesse de succomber. Et Rimbaud, il a succombé plus que quiconque. Donc il connaît très bien. Et donc, lorsqu'il dit « Ah, l'égoïsme infini de l'adolescence » avec un cri de nostalgie, il se dit tout de suite après « Ah ben ça, c'est la tentation de Saint-Antoine. Saint-Antoine le reconnaît. Et a la tentation de se vautrer dans le monde tel qu'il est. Au lieu de quoi? Eh ben, au lieu de se mettre à ce travail. Et au lieu de se mettre au labeur comblé. Alors, il décrit en 4 termes le monde tel qu'il est. Vous savez, alors ça, c'est magnifique, parce que je trouve que ça convient absolument à notre monde. Alors, les bas du zèle écourté, ça veut dire se contenter peu. C'est-à-dire, c'est un zèle, un espèce d'affairement zélé, l'affairement du salarié, finalement, pour rien, pour pas grand-chose. Et c'est toujours cassé, c'est toujours écourté. Ça n'a aucune infinité.
même pas potentiel. Donc il y a les bas du zèle écourté, c'est-à-dire s'activer, mais pour rien, dans un certain sens. L'éthique d'orgueil puéril, ça c'est le souci du moi, c'est l'individu, c'est le règne de l'individu, qui s'imagine qu'il est formidable, alors que ça c'est jamais qu'un type d'orgueil puéril, c'est quelque chose qu'on peut pardonner aux enfants, et peut-être même aux adolescents nostalgiques, mais ça n'est rien d'autre qu'un orgueil puéril. L'affaissement, ça veut dire le côté fatigué et découragé qui s'insinue tout le temps dans la subjectivité contemporaine, à la fois puérilement soucieuse du moi et en même temps affaissée, c'est-à-dire incapable de se remuer vraiment, incapable de se dresser, incapable de se lever, capturée dans la glu du monde. Et quant à l'effroi, eh ben, c'est la peur. C'est la peur, c'est un monde contemporain dans lequel on a peur de son ombre, on a peur de ce qui arrive, on a peur de la crise, on a peur que ça fait mal, etc., etc. Donc nous sommes tout à fait dans le monde aujourd'hui, peut-être sans doute plus que du temps d'un jour, même dans le monde du zèle écourté, du type d'orgueil puéril, de l'affaissement et de l'effroi. Et cet ensemble-là constitue en réalité la tentation de renoncer à toute vérité. C'est-à-dire de renoncer au labeur comblé. Alors, après avoir dit ça, le mais, il faut dire non, cette tentation, Antoine, je vais m'en sortir. Voilà, je refuse d'y être, je ne vais pas y céder. Mais tu te mettras à ce travail. Le travail, c'est le labeur comblé, c'est la même chose qui traverse toute l'œuvre de Rimbaud, c'est se mettre enfin dans la disposition de ne pas céder aux tentations du monde, mais au contraire d'être dans ce qu'il a appelé le labeur, le travail, la recherche, la science. Il lui a donné beaucoup de noms. C'est la même chose, c'est la vérité en fait, au sens que je lui donne. C'est-à-dire se mettre enfin à la construction de quelque chose qui ne soit pas précisément ce que le monde vous demande. Il a tenté dans toutes les directions ça, Rimbaud. Il a tenté dans toutes les directions de se mettre enfin à quelque chose qui n'est pas réductible à la tentation du monde, c'est-à-dire à la tentation de Saint-Antoine. Vous remarquerez que là, il le met encore au futur, quand même. Ben, c'est à lui qui s'adresse, c'est lui. Alors on voit Rimbaud en train de se dire, oui, tu vas t'y mettre. Tu vas t'y mettre, voilà. Il ne dit pas, je m'y suis mis. Il dit, tu te mettras, l'emploi du futur est très fréquent chez Rimbaud dans cette position. Il n'a pas complètement tort, parce qu'après tout, la vérité d'une vérité est au futur, puisque c'est une construction infinie. Donc la vérité de la vérité, si je puis dire, enfin, la force du labeur comblé de la vérité est au futur. Donc il faut s'y mettre, ça, il faut s'y mettre, et de toute façon, même quand on y est, il faut encore s'y mettre. Et alors après, il va indiquer que, dans un premier temps, que ce que le travail de la vérité crée, ce sont des nouvelles possibilités. Ce sont des nouvelles possibilités. Ça, c'est une intuition fondamentale que je reviendrai. C'est-à-dire qu'au fond, le grand problème n'est pas tant de réaliser des possibilités que de créer des possibilités. Avant même de savoir si on va réaliser des possibilités, il faut être sûr qu'elles sont nouvelles. Parce que si elles ne sont pas nouvelles, elles ne sont pas des possibilités. Elles sont des nécessités camouflées. Donc si vous voulez être dans des possibilités, il faut assister à la naissance des possibilités. Il faut aider la naissance des possibilités. Donc un travail. Si on se met à ce travail, alors toutes les possibilités harmoniques et architecturales s'ouvriront autour du ciel. Les êtres parfaits et imprévus s'offriront à cette expérience. Alors il va y avoir une création de possibilités, si on se met au travail, et en outre, il va y avoir une nouvelle apparence de l'être lui-même. Ce que d'ailleurs il reprendra à la fin, c'est l'idée fondamentale. Il va y avoir une nouvelle apparence de l'être lui-même. Des êtres imprévus s'offriront à ces expériences. Donc là, nous sommes en effet dans le renversement de perspective. Vous voyez, nous sommes déjà dans le moment où, si on se met au travail des vérités, alors le monde ne va plus être le même. Des êtres imprévus vont apparaître. Des choses inconnues vont se manifester. L'être même du monde ne va plus être conforme
à son apparaître de départ, c'est-à-dire au dimanche matin à Charleville. Ça ne va plus être ça, ça va être autre chose. On ne sait pas trop quoi, mais ça va être autre chose, puisqu'on ne peut pas savoir ce que c'est, puisque c'est imprévu. Ça va être des architectes, des possibilités harmoniques et architecturales que nous ne connaissons pas, ça va être des êtres parfaits, tout ça va s'offrir à des expériences qui sont des expériences nouvelles. Dans ces environs assurant rêveusement à la curiosité d'anciennes foules et de luxe oisif, ça signifie que non seulement on va être dans l'élan d'un monde qui petit à petit va s'avérer nouveau, mais qu'on a des bonnes chances de drainer derrière soi toute une part du vieux monde. C'est-à-dire que les anciennes foules, les luxes oisifs vont être intéressés par ça. Et là, vous avez déjà une petite pointe d'universalité. Et ça n'est pas simplement pour soi-même qu'on va faire ça. Ça va avoir une puissance d'attraction sur tout le monde. Même les anciennes foules, même le cheval du début va être intéressé finalement par tout ça. Le cheval, les enfants, les oisifs, les luxes, tout ça. Tout ça va être drainé, en fin de compte, par la puissance native des vérités. Alors, ta mémoire et tes sens ne seront que la nourriture de l'impulsion créatrice, ça c'est absolument évident. Évidemment, ce travail est un travail créateur et il va se subordonner, la mémoire et les sens. Vous reconnaîtrez là l'idée de tout à l'heure, à savoir une certaine subordination par Rimbaud de l'immédiat sensible, mémoriel et mémoriel à la dynamique générale du labeur. Il insiste, parce que souvent on dit le contraire, on le présente comme un spontanéiste, une sorte de Deleuzien factice. Mais c'est pas du tout ça. Rimbaud il est beaucoup plus proche d'une rationalité exigeante qui plie à son destin, qui plie à son devenir et à son destin, l'immédiateté, le mémoriel et sensitive, c'est exactement ce qu'il dit. Tout ça, ça sera pris dans l'impulsion créatrice, et l'impulsion créatrice, rappelons-le, c'est se mettre à ce travail. C'est pas suivre une pulsion. Et alors évidemment, après on arrive au thème même, qui est celui de séminaire, c'est le renversement du monde, le changement du monde du point de vérité. S'il y a tout cela, et sous la condition de cette subjectivité neuve, quant au monde, quand il sortira, c'est sorti de lui, en tout cas, rien ne l'appartient. Donc si tout ça a lieu, le monde ne sera plus du tout celui des apparences actuelles. Je vous ai commandé quand tu sortiras, parce qu'on ne sait pas ce que ça vient faire, quand tu sortiras d'où, c'est pas dit. Et alors moi je l'interprète comme le motif fondamental de la sortie de ce sens de Platon. C'est quand tu sortiras de la caverne. C'est vraiment le sens. Il n'y a pas besoin que ce soit cette image, mais c'est ce sens. Quand tu sortiras de toi-même, quand tu sortiras des apparences actuelles du monde, quand tu sortiras du dimanche matin à Charleville, etc., c'est-à-dire quand tu sortiras de la caverne à l'intérieur duquel ton impulsion créatrice n'a aucune chance. Quand tu sortiras et que ton impulsion créatrice sera libérée, alors le monde sera absolument retiré de ses apparences actuelles. Voilà. Et donc, on pourrait le conclure comme ça. Ça nous dit, ce poème de Rimbaud, avec sa rapidité, sa flexibilité, son économie extraordinaire et sa construction invisible. C'est si tu t'établis, c'est ça qu'il nous raconte, si tu arrives à t'établir dans l'immanence laborieuse des vérités, tu arrives à être vraiment dans l'immanence laborieuse des vérités, alors le monde s'ouvre à des possibilités si neuves, si radicalement nouvelles, que l'apparence du monde est totalement modifiée. C'est ça, en résumé, ce que, de façon splendide, mais en même temps extraordinairement nouée, nous raconte Rimbaud dans ce texte. Si tu arrives à t'établir, si tu arrives à te mettre à ce travail, alors, effectivement, il va y avoir des possibilités si extraordinaires, si imprévues, et des êtres même si peu calculables, que véritablement l'apparence du monde sera bouleversée, définitivement transformée. Voilà pour Rimbaud. Et alors pour le second, très court,
Non, je voudrais, là encore un petit travail de situation. C'est tiré du recueil Feuillet d'hypnose. Alors, Feuillet d'hypnose est écrit dans les années 43-44. Hein. Donc, c'est écrit exactement quand René Char est le dirigeant d'un maquis en Provence. Maquis, en particulier spécialisé dans la récupération de parachutage, mais dans d'autres missions aussi. René Char est quand même vraiment le type du poète combattant. Je pense que ce point-là, en tout cas, le fait communiquer avec Rimbaud. C'est une chose que Rimbaud aurait aimé être, aurait pu être une caractéristique. Il a finalement terminé dans la figure d'un commerçant compromis, un colonial. Mais on peut dire ce moment-là que René Char, la figure du poète résistant, du poète chef de maquis, accompli, mieux que Rimbaud lui-même l'a accompli, ce dont nous parlions, ce dont Rimbaud lui-même parle précédemment. Là, il s'est vraiment mis au travail de l'exception. Les maquisards, pas les quantités. Pas la majorité de la population. Parce que des petits noyaux, et le choix d'être de ces petits noyaux, comportait de la part pour être des chats, une qualité tout à fait singulière. On peut dire aussi que nous avons là l'intersection de deux procédures de vérité. D'une part, la procédure politique, dans la figure de la résistance armée et de ce qu'elle implique, et d'autre part, la poésie, en tant qu'œuvre d'art. Donc c'est une procédure à l'épreuve d'une autre. Donc du point de vue de la théorie des vérités, c'est une situation très complexe, en réalité. C'est une situation très complexe parce que ce n'est pas simplement un poème, des poèmes, mais c'est aussi un bilan d'expérience politique. C'est un bilan poétique d'expérience politique. Donc c'est une intersection de vérité, ou une cumulation. Alors, avant de expliquer très rapidement ces quelques lignes et de conclure cela, je voudrais quand même introduire de deux façons, à partir de citations de poèmes un tout petit peu antérieurs, du recueil Seul demeure. Seul demeure, c'est seul avec un S, c'est demeure ENT. Hein. Seul demeure au pluriel, qui sont des poèmes de 38-44. C'est des poèmes, vous allez voir. Je vous lis le premier. Écoutez-le bien, parce que je ne vais pas le commenter en détail, mais c'est pour que vous ayez ça à l'oreille. Charles dit ceci. Reconnaître deux sortes de possibles. Le possible diurne et le possible prohibé. Rendre, s'il se peut, le premier l'égal du second. Et faire de la possibilité diurne, de la possibilité solaire, quelque chose qui est proche de ce qui est interdit, de ce qui est prohibé. Les mettre sur la voie royale du fascinant impossible, degré le plus haut du compréhensible. Les mettre sur la voie de l'impossible, degré le plus haut du compréhensible. Alors voilà ce que dit il y a tout à fait à voir avec ce que nous parlons aussi. Il y a d'abord le possible tel qu'il est défini dans le monde, le possible diurne. Les possibilités ordinaires que nous propose le monde. Il y a, deuxièmement, le possible déclaré interdit par le monde, le possible prohibé. On ne sait pas s'il est possible ou impossible, c'est un possible interdit. Et ce que Char dit, c'est que nécessairement un travail de vérité rapproche une possibilité réelle, diurne, d'une possibilité interdite. C'est même un critère, au fond. Si le monde ne vous interdit rien, il est probable que vous n'êtes pas en une très dangereuse exception. Donc il est bien clair que le travail de possibilité d'une vérité tire la vérité diurne vers la vérité prohibée, en tant qu'elle le tire vers précisément la position d'exception immanente. Et finalement, le point véritable de réel de tout ça, c'est l'impossible. Il y a ce qui est possible du point de vue d'une vérité en exception immanente
est déclaré en fait impossible par le monde, avec cette formule tout à fait extraordinaire que comme l'impossible, c'est finalement la victoire d'une vérité dans le monde, la victoire d'une exception dans l'immanence, eh bien c'est ça qui est le plus compréhensible. Parce qu'une vérité, c'est ce que, en effet, on va universellement comprendre. Vous voyez le cheminement. Premièrement, rapprocher les vérités banales des vérités prohibées, et dans ce geste, les orienter finalement vers l'impossible, qui, en définitive, est la seule création véritable. Parce que si vous voulez créer un possible, il fallait bien qu'il soit d'abord impossible. Sinon, vous ne pourriez pas le possibiliser, le créer comme possibilité. Donc ça, c'était pour vous montrer la logique dans laquelle Charles... Et puis, un autre... Alors ça, c'était le poème, pour que vous ayez une réponse, c'était le poème 47 de Seul demeure. Et puis, je vous lis un très court aussi, qui est le 51. Alors, écoutez-le bien, parce que la première partie est une description de notre monde, à mon avis, exactement comme je le disais pour le zèle coupé, etc. d'Arago. Et puis la deuxième partie est une injonction éthique concernant en réalité l'exception immanente. Alors, certaines époques de la condition de l'homme subissent l'assaut glacé d'un mal qui prend appui sur les points les plus déshonorés de la nature humaine. Alors ça, je trouve que c'est très bien pour vous. D'abord, l'assaut glacé, ça c'est très bien. Évidemment, ça consonne avec les eaux glacées du calcul égoïste de Marx. Notre monde, Marx, tout va, manifeste, tout va tomber dans les eaux glacées du calcul égoïste. Ah, Charles reprend, il l'a peut-être même pensé inconsciemment. Et c'est vrai que le mal qui nous est propre n'est pas un mal, comment dirais-je, c'est pas le mal du feu, de la braise. C'est un mal cynique et glacé. La finance, c'est pas comme la guerre. C'est totalement froid. C'est ça, le mal. Un mal qui prend appui. Alors pour que ça fonctionne, ce mal, il faut prendre appui sur les points les plus déshonorés de la conscience humaine. Parce que même dans le mal, en quelque sorte, héroïque, violent, terrible, terrifiant, il peut y avoir encore quelque chose qui valoriserait l'humanité. Il peut y avoir une grandeur sinistre des croisades, par exemple, des choses comme ça. Tandis que les eaux glacées du calcul égoïste, il faut les servants de ça, c'est vraiment des gens pour qui ce qui compte, c'est monnaie. Voilà. C'est tout. Donc ça n'est valorisable d'aucun point de vue. Et c'est pour ça que c'est les points les plus déshonorés de la nature humaine qui sont en question dans cette affaire. Alors après, on passe à l'autre versant. Au centre de cet ouragan glacé, le poète complétera par le refus de soi le sens de son message, puis se joindra au parti de ceux qui, ayant ôté à la souffrance son masque de légitimité, assurent le retour éternel de l'entêté portefaix, passeur de justice. Alors bon, on pourrait l'examiner en détail, mais là, d'abord, description de notre époque, comme prenant systématiquement appui sur les points les plus déshonorés de la nature humaine, c'est-à-dire sur la stricte figure de l'intérêt personnel. Ensuite, la nécessité, pour être contre cela, de traverser un refus de soi, et à l'impossibilité, alors là, vous voyez la consonance avec quand Rimbaud parle de l'égoïsme sinistre et adolescent, c'est l'impossibilité dans un monde de ce type d'affirmer le moi comme valeur intrinsèque. Il faut pratiquer une sorte de refus de soi pour pouvoir être déjà dans un minimum de distanciation par rapport à cette quête éperdue des points les plus déshonorés de soi-même. Si on veut être sûr de ne pas compromettre les points les plus déshonorés de soi-même, il faut être dans un refus de soi.
Ensuite, il faut dénuder la souffrance et la propagande qui se fait autour de la souffrance. Il faut que la souffrance n'a aucune légitimité à aucun titre. Et enfin, l'expression fondamentale, c'est passeur de justice. Ça définit la seule procédure valide qui puisse être une procédure politique aux yeux de Char, c'est-à-dire faire passer la justice. Vous voyez que l'expression passeur de justice, ce n'est pas la fondation de la justice, ce n'est pas l'établissement de la justice, c'est son passage. Qu'au moins elle puisse passer. Voilà. Alors, vous ayant dit cela, et je voulais aussi en venir au texte. Alors, vous voyez, vie qui ne veut plier sa voile, vie que les vents ramènent fourbue à la glu du village, toujours prête cependant à s'élancer par-dessus les études, vie de moins en moins garnie, de moins en moins patiente, désigne-moi ma part, si tant est qu'elle existe, ma part justifiée dans le destin commun, au centre duquel ma singularité fait tâche, mais retient la valeur. Très dense. Alors, au début, nous avons là aussi, comme dans le dimanche de Rimbaud, nous avons une description de la contradiction entre ce qui pourrait être l'élan de la vie, qui ne veut pas plier sa voile, qui veut rester dans le vent de son aventure, et le fait qu'elle est toujours ramenée à la glu de la situation. Bon, c'est un peu le matin du dimanche à Charleville-Mézières. La vie que les vents ramènent fourbue à la glu du village, et qui cependant reste toujours prête à s'élancer par-dessus les études. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que nous verrons, il faut admettre, c'est la loi égalitaire, il faut admettre qu'en chacun, la capacité au vrai, ou la capacité à l'aventure du vrai existe. C'est-à-dire, si radicale que soit la thèse, elle doit être absolument maintenue. C'est-à-dire, la vie, voilà, la vie, ça veut dire l'existence ordinaire. La vie doit être tenue pour toujours prête, cependant, à s'élancer par-dessus les études. Et ça, c'est un axiome d'égalité. C'est-à-dire, quelle que soit la configuration humaine examinée, on doit toujours penser qu'elle est dans cette capacité. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans cette réalité, elle peut au contraire la contredire absolument. Mais on ne devra jamais nier que cette capacité existe. C'est un point que nous retrouverons à la fin sur la question de l'éthique des vérités, mais c'est la reconnaissance en tout homme quel qu'il soit, tout individu quel qu'il soit, de l'existence irréductible de la capacité à s'élancer par-dessus les études, disons-le comme ça, c'est-à-dire de la capacité à être co-participant à une procédure de vérité quelconque, est un principe. C'est un principe. Et vous ne pouvez pas spéculer sur ce principe. C'est un principe. Et ça n'empêche pas qu'il y ait de France à l'eau, hein, vous voyez bien. Mais le France à l'eau lui-même, on le reconnaîtra à la capacité. C'est aucun usage, il la bafoue en lui-même, c'est une autre affaire. Mais on ne peut pas s'engager plus avant. Et on ne peut pas dire que quelqu'un est intrinsèquement et absolument mauvais. Parce que ce serait nier en lui l'universalité potentielle de la capacité. Or, si vous commencez à nier l'universalité potentielle de la capacité, vous ne maintiendrez pas l'universalité tout de même. Parce que l'adresse universelle exige qu'on admette qu'elle puisse être reçue par quiconque. On n'est pas en état de faire le tri du bon public et du mauvais public. Et ça, c'est exactement ce que dit Char sur ce point, et c'est un point sur lequel il insiste beaucoup, alors que c'est quelqu'un qui a exécuté des musiciens, qui a fait fusiller des traîtres, etc. C'est pas du tout une bénévolence de circonstance. C'était la guerre, c'était la guerre. Mais ça n'empêche pas qu'il insiste sur le fait qu'en définitive, la capacité, en tant que capacité, doit être reconnue là-dessus.
alors, vie de moins en moins garnie et de moins en moins patiente. Alors comprenons garnie sur le fait que c'est une vie de moins en moins dense, de moins en moins chargée de signification véritable. Et prenons patiente au sens de Beckett, c'est-à-dire vie de moins en moins capable d'organiser sa propre durée, d'obéir à l'impératif continuer. Samuel Beckett, il faut continuer. Voilà. Là, on a de moins en moins, dans une vie dévastée, ramenée à la glu du village, on a de moins en moins l'énergie de continuer. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est désigne-moi ma part, justifiée dans le destin commun au centre duquel ma singularité fait tâche mais retient l'amalgame. Alors, traduisons-le, ou comprenons-le. Ce qui est demandé là par Chartres, c'est la part de vérité, la part à laquelle l'individu que je suis peut concourir. En ce sens, c'est sa part, la part de vérité à laquelle l'individu qu'il est peut concourir. Et qui est telle que sa singularité qui sera non pas abolie mais affirmée, sa singularité sera non pas abolie mais affirmée, au centre duquel sa singularité se remarquera, elle fera tâche, elle sera là, elle sera parfaitement affirmée, mais dans une retenue du commun, en maintenant l'amalgame, en maintenant sa fusion avec d'autres, en maintenant sa coprésence avec d'autres. Ça, c'est très important aussi. Ça veut dire que dans la communauté que constitue une procédure de vérité, évidemment, là, il pense aussi au maquis, il pense à cette expérience-là, il importe que, simultanément, ce soit l'affirmation de la singularité propre, pas du tout son effacement ou sa ruine, et que dans cette affirmation de la singularité propre, la communauté avec les autres soit aussi absolument maintenue. On pourrait donc dire que ce qui caractérise une procédure de vérité, c'est que, loin d'effacer les différences, elle les affirme à l'intérieur d'elle-même. Ça sera un point clé d'immanence. En immanence des vérités, les différences seront affirmées, non pas réduites. Et cette affirmation des différences constituera la force de l'unité elle-même. Donc ça n'est pas l'idée que c'est dans la réduction des différences et des singularités que va se constituer une unité forte, mais au contraire dans le fait que cette unité capture en elle-même et réaffirme les singularités. Voilà. Donc la singularité fait tâche, mais retient l'amalgame. Et vous voyez, ça c'était le parcours poétique de presque tout, finalement. Je voudrais conclure maintenant à propos sur une autre phrase de Chartres, qui est dans un texte qui s'appelle Vagabond, et où il dit ceci, sur lequel nous pourrions conclure comme sur une maxime, finalement. Il dit, entendez, voilà, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut savoir faire, ce que quand on participe à une vérité on peut faire, c'est aussi prendre en toute sincérité d'esprit l'engagement de rendre tout vagabond à son état primitif le Fils du Soleil. Prendre en toute sincérité d'esprit l'engagement de rendre tout vagabond à son état primitif le Fils du Soleil. Voilà. C'est ce qu'il faut essayer de faire. Merci.